Bonjour, bienvenue à notre atelier virtuel aujourd'hui. Je m'appelle Joanne Bertrand et je siège au conseil d'administration de IDEA International. J'invite nos conférenciers, ce matin, nos conférencières à se joindre à nous, d'allumer leur vidéo. Nous avons ici Lise Lheureux, orthopédagogue de la faculté Lexie et Graphie, et nous avons Dr. Michel Miner-Corriveau de l'Université Laurentienne. Michel, bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce qu'il y a une difficulté pour allumer la vidéo? En ce moment, c'est que je ne trouve pas les outils. C'est comme si mes outils sont disparus. Donc, donne-moi un instant. D'accord. Voilà, là, je viens de voir que tu m'as demandé de démarrer ma vidéo. J'ai dit oui. Ah bon, d'accord. OK. Très bien. Alors, pour continuer, je vais continuer pour expliquer que IDEA Ontario est une organisation à but non lucratif qui est gérée par des bénévoles. Et notre but est de fournir des informations et de soutenir les personnes avec la dyslexie et leurs familles, ainsi que les éducateurs et éducatrices et les autres professionnels qui travaillent avec ces personnes. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la dyslexie à notre site web, en anglais et en français. Sous l'onglet ressources, il y a un sous-onglet qui indique ressources francophones en littératie structurée. On vous invite à le visiter. Aussi, j'aimerais présenter en arrière-plan, nous avons deux personnes qui nous aident avec les questions et les aspects techniques. Nous avons Kim Lockhart et Caitlin, notre étudiante stagiaire. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous montrer une diapo qui explique certains éléments techniques au cas où vous auriez un petit peu de difficulté. J'avance. Ah, voilà. Oh, j'ai oublié. Il faut remercier notre commanditaire aujourd'hui, Éduco Entrepôt. Oh, c'est avancé. Je vais reculer. Oui, voilà. Éduco Entrepôt nous a donné toute une trousse pour une enseignante ou un enseignant. Une enseignante ou un enseignant, pardon. La trousse s'appelle Facile à lire. Ce sont des livres décodables. Nous aurons un tirage à la fin de la journée. Alors, on vous invite à demeurer jusqu'à 16 heures et nous remercions Éduco Entrepôt infiniment. Ici, au sujet des aspects techniques, je vous laisse la diapo à lire. Si vous avez des difficultés, c'est que possiblement, il y a d'autres personnes chez vous qui utilisent l'Internet et cela ne nous aide pas parce que monter la vidéo et envoyer des signaux demande beaucoup de pouvoir, on va dire. Alors, et si vous avez des questions, on vous invite à les indiquer dans la section questions-réponses. Aussi, nous aurons une période de 15 minutes de questions à la fin de chaque quart de la journée. Donc, Michel, Lise, Ron et moi, nous pourrons répondre à vos questions. Aussi, je veux signaler que cette formation est enregistrée. Donc, si vous avez des collègues qui voudraient revoir la formation ou voir la formation, ça sera possible de vous inscrire, les nouvelles personnes. Toutes les personnes qui ont payé pour ce webinaire aujourd'hui auront accès à l'enregistrement. Dans quelques jours, lorsque l'enregistrement sera disponible, nous pourrons aussi vous envoyer un certificat de présence. Alors, ça va être automatique. Avec le lien pour l'enregistrement, vous aurez ce certificat de présence. Alors, maintenant, sans plus tarder, je vous invite à accueillir Michel Miner-Corriveau, qui est qui a un doctorat en quoi, Michel? Doctorat en sciences humaines. Donc, voilà. les recherches en orthophonie, c'est fait avec des sujets humains. Donc, oui. Voilà. Très bien, merci. Alors, Michel enseigne à l'Université Laurentienne dans le programme d'orthophonie. Elle est très informée sur les dernières recherches en littératie structurée, en l'enseignement de la communication orale,
de la lecture, de l'écriture et comment les systèmes du cerveau s'intègrent pour maximiser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et elle va aussi nous parler de l'importance de l'emphase sur la communication orale dans ce tout. Parce que souvent, en littératie structurée, on néglige de mentionner cela et il faut le faire. D'accord? Alors, je t'invite, Michel, à prendre la parole. Merci, Joanne. Avant de commencer, merci pour la belle présentation. Merci aussi à tous ceux qui se sont déplacés pour faire de cette journée un succès. J'ai très hâte d'entendre les communications qui vont être livrées. J'aimerais prendre un moment pour reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel d'Atikameksheng Anishinaabeg et la Première Nation Wahnapitae, qui se retrouve sur le territoire du traité de Robinson-Huron de 1850. En tant que communauté, nous avons la responsabilité d'honorer, de soigner et de respecter tout ce que la création nous donne pour assurer notre survie. Et c'est dans cet esprit de partage que nous veillerons collectivement à protéger et à respecter la terre, l'eau, les animaux et les uns les autres dans l'intérêt de la paix et de l'amitié et surtout dans l'intérêt des générations à venir. Étant donné que la formation se donne en virtuel, où que vous soyez, prenez un moment pour réfléchir à notre responsabilité au territoire sur lequel vous êtes situé et disons un chimigwech à tout ce qui a été partagé avec nous. Donc, je vais partager mon écran. Il va falloir que tu me le permettes. Oui, je sais. Alors maintenant, c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui. Voilà. Bien, écoute, je reviens à mes moutons parce qu'on a fait une très, très belle intro. Michel, excuse-moi de t'interrompre. On voit ton écran de présentateur. On ne voit pas ton écran de slides. Bon, bien, puis c'est drôle, je ne vais même pas avoir l'écran de présentateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça. Non. Tu fais juste utiliser un diaporama. Juste... Oui, bien, c'est ce que j'ai fait. Mais dans le Mac, ça se fait automatiquement. Donnez-moi un instant, j'y arrive. OK. Voilà. Ou tu peux juste partager l'autre écran si tu as deux écrans. Oui, c'est ce que je vais faire, là. J'ai juste besoin de descendre ma petite barre d'outils. Voilà. Voyons. Vous voyez encore celui-là, hein? On ne voit plus rien. Il faut que tu repartages. C'est beau. Je fais ça dans 2 secondes. 4 ans à faire des présentations je Zoom. sais. Et chaque fois, ça se présente jamais de la même façon. OK. Là, il faut que tu fasses un full screen. Oui. Puis là, voici ce que je vais faire. Je vais faire, voilà, utiliser un diaporama. Je pense que ça marche maintenant. Oui. Excellent. OK. Ben merci. Puis voilà, moi, je vous présenterai ce matin les structures langagières en tant que fondement à la littératie. Parce que la littératie structurée, bien sûr, ça part du moment où on est en train d'introduire tout ce qui est en lien avec le code de lecture. Mais ça ne se passe pas bien tant qu'il n'y a pas de belles structures langagières bien fondées. Bon. Donc, en premier lieu, les structures du langage, on les connaît, ce sont le vocabulaire, la morphologie, la syntaxe, l'articulation et la phonologie, la sémantique et la pragmatique. Chacune d'entre elles soit se rapporte à la forme de la langue ou bien à l'usage qu'on en fait ou au contenu. Mais elles sont influencées par le besoin, si on veut, d'intégrer l'oral et l'écrit, le besoin d'utiliser différents registres selon la personne à qui on parle, ou la personne à qui on écrit. Et puis, les gens qui ont le privilège ou qui sont riches et puis qui connaissent plus d'une langue ont également une espèce d'une compétition qui peut entrer en jeu, qui est favorable, mais qui peut avoir des impacts sur la manière de structurer la langue ou de parler ou d'écrire. Puis, on va en parler un petit peu aujourd'hui parce que ça nous met un petit peu sujet à ce qu'on appelle le doute orthographique. Puis, on pourrait aussi dire que des fois, il y a des doutes en lecture. Donc, ce transfert linguistique-là, à quoi ça ressemble? C'est qu'en articulation, bien, je pourrais avoir un accent. Tout le monde a un accent, mais je pourrais avoir un accent qui témoigne des autres langues qui
me concerne. Donc, si on regarde les mots comme canary, salary, safari en anglais, ça se ressemble au niveau de la structure syllabique, mais le code n'indique pas du tout une prononciation identique pour les A. Au niveau du vocabulaire, quand je vais écrire le mot carotte ou carrot en anglais ou en français, je vais me poser des questions parce que ça se ressemble tellement. Au niveau du sens, on a des mots qui se ressemblent en anglais et en français, mais qui n'ont pas du tout le même sens. C'est le cas, par exemple, pour I'm embarrassed, qui se traduit par j'ai honte ou je suis gênée versus je suis embarrassée. Embarrassée, ça veut dire j'ai plein de choses dans les bras. Au niveau de la syntaxe, la syntaxe à l'oral, c'est une chose, mais la syntaxe à l'écrit, en français, il y a plein de morphèmes qui ne s'entendent pas ou des morphèmes qui s'écrivent de la même façon, mais qui ont un son différent. Ce qui n'est pas le cas en anglais, qui est beaucoup plus transparent au niveau de l'oral. Mais l'anglais, ce n'est pas nécessairement plus difficile que le français. Ça, je donne tout un cours là-dessus. Au niveau de la morphologie, bien, on s'entend que quand on a affaire à des langues à genre ou à nombre versus des langues qui n'ont pas, qui sont neutres, alors c'est comment je peux dire, un niveau de complexité de plus quand on a affaire à ces deux langues-là. Puis bien sûr, on a la pragmatique, qu'est-ce que je dis, quand, à qui, puis ça, c'est vraiment plutôt universel, ça traverse les langues. Donc, pour faire la distinction entre l'oral et l'écrit, l'oral, on va résumer ça au fait que c'est inné, ça se fait de manière sociale, c'est implicite. Les parents parlent à leurs enfants, on apprend à lire, on apprend à parler. Donc, ce que je comprends, c'est ce que je reçois, puis ce que je produis, c'est ce que je suis capable d'exprimer. Alors qu'à l'écrit, ça prend vraiment un enseignement explicite. C'est acquis. Et puis, on va faire la comparaison entre le réceptif, le versant réceptif de l'écrit, c'est la lecture, puis le versant expressif, c'est l'écriture. Maintenant, on a tous les principes qu'on vient de nommer à l'oral, sous la colonne de l'oral. Puis à l'écrit, on va ajouter des notions comme le principe alphabétique, la conversion graphophonémique ou phonographémique ou graphophonémique, les règles lexicales, grammaticale, la morphosyntaxe, puis tout ça dans un texte cohérent et cohésif. Mais le pont entre les deux, puis ça se fait très, très tôt dans la scolarité de l'enfant, c'est cette espèce de conscience phonologique et phonémique-là, et aussi la conscience morphologique. C'est un travail qui se passe à l'oral, mais qui prépare le terrain pour l'écrit. L'influence qu'exercent toutes les langues que l'on parle va se faire sentir dans les deux langues, selon si on en a une ou deux ou plus, selon le degré d'exposition, selon ce qui est semblable dans les deux langues ou ce qui est différent, mais aussi selon la qualité de ce que je reçois comme intrant, puis la quantité. Il y a aussi une belle corrélation à faire entre le vocabulaire et la grammaire, donc raison de plus de vraiment bâtir un socle très solide au niveau des fondements à l'oral pour que l'écrit puisse bien s'installer. Donc, les habiletés langagières, bien sûr, à l'oral, vont influencer l'écrit. Puis l'écrit, c'est le véhicule de l'apprentissage à partir à peu près de la 4e ou 5e année ou même des fois un peu avant. Donc, c'est pour ça que c'est super important de nous assurer que nos petits cocos ont tout ce dont il leur faut pour être capables de bien accéder au curriculum scolaire. Vous connaissez probablement cette belle échelle de la lecture de Nancy Young qui nous dit qu'il y a à peu près 5% des élèves qui apprennent à lire sans effort. Tu sais, on leur montre une fois, ils comprennent, la vie est belle. Donc ça, c'est leur réussite, bien sûr, elle est assurée parce que c'est des gens qui sont cognitivement prédisposés à avoir une certaine facilité, mais elle va quand même être bonifiée par une approche fondée sur la littératie structurée, puis on va vous parler de ça pendant toute la journée aujourd'hui. Il y a à peu près 35% des élèves qui vont apprendre à lire relativement facilement avec un enseignement quelconque. Environ 40 à 50% des élèves vont apprendre à lire avec compétence, mais on a besoin de l'explicite, on a besoin de dévoiler le système et le code pour eux. Ça a besoin d'être séquentiel parce qu'autrement, ils ont du mal à voir les arbres pour la forêt, comme on pourrait dire. Puis, il y a 10 à 15% des élèves qui vont apprendre à lire, mais en plus de l'enseignement explicite, systématique, séquentiel, ils en ont besoin d'un qui va être plus diagnostique. C'est nos vrais cas en difficulté, là. Le 10% pour qui c'est neurologique, ils n'y accèdent pas facilement. Mais alors, l'approche fondée sur la littératie structurée, elle est essentielle à la réussite de ces élèves. Ce n'est pas seulement juste bonifier puis un atout. Donc, on aime dire que l'approche fondée sur la science de la lecture, c'est bénéfique pour tous, mais c'est essentiel pour certains
C'est pour eux qu'on doit continuer à faire le travail qu'on fait. On doit toujours considérer quel genre de renseignement je peux aller chercher à partir de l'élève qui va avoir appris à faire ce que je lui demande de faire. Donc, ça, c'est la réponse à l'intervention. Par intervention, ici, on veut dire n'importe quel enseignement. Donc, à l'étape 1, on est en train d'enseigner pour tout le monde. Je suis dans ma salle de classe, j'ai les 20, les 25 élèves. Puis, je leur lance là, tout ce que j'ai à faire au niveau de la littératie structurée, du langage oral. Puis, je suis une certaine séquence, puis je vais vous en présenter une, puis Lise aussi en a des belles. Donc, j'ai changé un petit peu, là, c'est pas qu'on peut comprendre des leçons et des évaluations par étape au service de l'apprentissage, c'est que ça doit comprendre ça, okay? En tout temps, même pour les élèves au régulier. La deuxième étape, c'est lorsque j'ai fait mon intervention, mon enseignement, à partir de tous les élèves que j'ai dans la classe, bien, il y a peut-être un 15 un 20 qui a besoin d'une explication supplémentaire. Bon, c'est avec eux que je vais aller peut-être travailler en petit groupe ou ils vont aller travailler en petit groupe avec une monitrice de langue, avec une éducatrice, avec quelqu'un. Puis, à la suite de ça, les élèves vont soit revenir à leur étape 1, ils ont compris, ça va bien. Puis, sinon, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on va avoir une intervention beaucoup plus ciblée. C'est individuel, puis c'est souvent à ce moment-là qu'on commence vraiment à dire, OK, dans la démarche de ce que j'ai fait avec ces élèves-là, c'est pas un enfant qui réussit facilement, donc on doit aller chercher des renseignements cliniques supplémentaires, puis on va aller chercher peut-être des évaluations psychoéducationnelles ou orthophoniques, mais ça fait partie de la démarche de l'équipe école de mettre en place ces services-là. Il y a eu des études qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites et qui ont dit que dès qu'on adopte une approche fondée sur la science de la lecture, le pourcentage d'élèves qui, auparavant, avaient peut-être de la difficulté à lire, qui était à peu près, donc le pourcentage d'élèves qui étaient au 30e rang centile ou plus bas. Donc, après l'enseignement fondé sur la littératie structurée, c'est descendu à des 0,7, 3,8, 4, qui est beaucoup plus représentatif de notre étape 3, nos élèves qui sont les pures difficultés. Tandis qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Donc, si on ne suit pas un certain système, ça devient très, très difficile d'analyser l'erreur pour être capable d'offrir une rééducation propice à l'élève. Je passe là-dessus rapidement. Le cadre de Scarborough, on en parle beaucoup, ça intègre tout ce qui est disponible au niveau du langage oral qui doit être stimulé pour qu'on puisse arriver à la compréhension en lecture à partir de l'identification de mots qui, elle, comprend la conscience phonologique, le décodage, puis la reconnaissance instantanée. C'est rare que je fais des formations sans revenir là-dessus parce qu'on parle de tous ces volets-là tellement souvent pendant les présentations. Un autre modèle que j'aime bien, c'est le Simple View of Reading, donc de Goff et Tunmer, qui dit que c'est comme une équation mathématique. Si le décodage ou la compréhension du langage a un facteur de 0, alors la compréhension en lecture, elle est nulle, elle est 0. Donc, c'est une multiplication. Dès qu'il y a un 0, ça ne marche pas. Okay? On reprend les éléments qui sont propres au décodage, les éléments qui sont propres à la compréhension du langage, parce que c'est ce qui est nécessaire à trouver, à identifier. Il faut identifier la source du problème, parce que c'est comme ça qu'on va finir par arriver à aider à nos jeunes à lire de manière efficace. Donc, s'il y a juste des problèmes au niveau du décodage, ça veut dire qu'il comprend tout ce qui se passe au niveau du langage. Bien, dès que je vais lui donner, si jamais c'est un cas de dyslexie pure, là, dès que je vais le mettre devant de la techno, quelque chose qui lit pour lui, avec lui, on va être capable d'accéder au sens. Mais on a aussi des élèves qui décodent très, très bien, mais les mots qu'on leur a présentés ne font pas partie de leur répertoire, donc ils n'arrivent pas à comprendre le langage. La distinction entre les deux, elle est importante pour que je sache comment intervenir avec ces jeunes-là. Il y a un tout nouveau modèle qui est sorti il y a quelques semaines, puis au départ, je m'étais accrochée à ça en me disant, bien, finalement, ça rassemble le cadre de Scarborough, puis le Simple View of Reading, mais on l'a critiqué même très récemment en disant que Hoover et Tunmer avaient déjà fait ça, ils avaient déjà représenté le langage oral et la reconnaissance des mots avec toutes les sous-catégories, parce que le modèle actif de la lecture de Duke et Cartwright, ce qu'ils disent, c'est que ça invalide the simple view of reading. Mais on ne peut pas invalider un système qui permet tellement facilement à des enseignants à dire voici où les difficultés se trouvent, puis voici comment je pourrais y arriver. Donc, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus. Si jamais vous rencontrez ces articles-là, là, moi, je suis quand même une belle fan de Goff et Tunmer puis de Hoover et Tunmer à ce niveau-là. Mais
ça ne contredit pas que toute cette interaction-là, elle est en jeu pour que l'élève puisse bien lire et puis éventuellement bien écrire. Donc, les 5 concepts clés de la science de la lecture, c'est que la lecture, ce n'est pas un processus naturel. Okay? C'est quelque chose qu'on doit apprendre. L'enseignement doit être systématique. Ça doit suivre une certaine séquence logique, mais en fonction du degré de transparence, de dominance orthographique. Tout ce dont on va parler aujourd'hui, ça doit être intégré là-dedans. Ça comprend les 2 composantes du modèle simplifié de la lecture pour en arriver à la compréhension de ce qu'on a lu, parce que c'est ça le but de la lecture. Ça doit comprendre des éléments forts au niveau de la conscience phonologique et phonémique. Puis, ça doit aussi comprendre une certaine cartographie. On parle de mapping orthographique, puis Kilpatrick en parle beaucoup. Je vous laisse là 2 sites web que je trouve superbes pour aller vous ressourcer davantage sur les éléments de la science de la lecture. Maintenant, les caractéristiques d'une approche fondée sur la science de la lecture, qui sont un petit peu différents de ce qui a été nommé dans les 5 concepts clés, c'est que ça doit être explicite. Je dois dire à l'élève ce qu'il doit savoir avant de lui poser des questions. Trop souvent, on le dit une fois, on pense que l'élève, on pose une question puis il va pouvoir répondre. Ce n'est pas le cas. On lui dit souvent. Puis on lui donne les secrets du code. Puis Lise Lheureux fait tellement un beau travail à les démystifier. Je vous encourage à suivre toutes ces formations. Ça doit être systématique. Donc là, on a un exemple d'un système pour rendre compte de la syntaxe. Ce n'est pas le système le plus transparent de faire des arborescences parce que même des personnes qui n'ont pas de difficultés visuospatiales vont avoir de la difficulté à bien représenter leur arbre sur une page. Et Yvon Blais enseigne une belle façon, une belle progression qui n'exige même pas que la phrase soit réécrite, qui n'exige même pas qu'on la change d'ordre. Donc, j'encourage davantage qu'on adopte un système puis qu'on le fasse à travers toute l'école pour pas que l'élève, autant l'élève qui n'est pas en difficulté que l'élève en difficulté, pour pas que lui, il arrive d'une année à l'autre et qu'il doive apprendre à nouveau qu'est-ce qu'elle veut, madame, quand elle me montre ça. Souvent, les enseignants, on va enseigner la même chose, mais en utilisant des couleurs de surligneurs différents, des symboles différents, mais l'élève, ça demande un exercice cognitif tellement fort qu'on peut le perdre là-dedans. Ça doit être séquentiel. Il faut construire sur les acquis des années précédentes, mais il faut aussi savoir ce qui a été enseigné l'année précédente. Il faut que ce soit progressif. Il faut bâtir sur le connu pour aller vers l'inconnu, puis il faut donner du temps à l'inconnu. Donc, quelqu'un qui est sans difficulté, on dit que les recherches démontrent qu'après qu'il a vu le mot de 1 à 4 fois, il arrive à l'automatiser, mais les élèves en difficulté, ça peut être 10, 20, 50 fois. Donc, il ne faut pas avoir peur de la répétition. Ça doit être cumulatif, donc il y a une certaine séquence développementale à tout ça. Donc, il faut que le cerveau soit prêt à accueillir différentes structures langagières à l'écrit. Puis, il faut le savoir, mais en ce moment, c'est sur ça qu'on travaille de manière très, très pointue. Puis, on a des réponses à certains endroits, puis il y a encore des questions à plusieurs endroits. Puis, je vais vous en parler aujourd'hui, mais quand on sait qu'il y a une certaine progression à respecter, et alors c'est tout à notre avantage de l'implanter dans une salle de classe pour que l'élève soit placé au centre de sa propre réussite. Puis nous, les bilingues, il faut ajouter le multisensoriel, la multimodale, puis le multilinguistique. Donc, autant que je le vois, je dois l'entendre, je dois pouvoir le dire, je dois l'écrire, je dois le toucher, je dois écrire des sons dans les airs, dans du riz, dans de la farine, n'importe quoi. Mais de grâce, pas avec les 2 mains en format miroir, comme certains programmes se proposent de faire, parce que c'est contre-intuitif puis c'est contre-indiqué. Donc, on va voir à quel point tout ça, ça peut entrer en jeu quand on tente de dessiner ou de décider par quoi commencer. On m'a récemment posé la question, on a demandé que j'explique c'est quoi la différence entre la littératie structurée et une littératie équilibrée. Bon, je ne lirai pas la diapo, vous l'avez, mais ça se résume au fait que la littératie équilibrée va partir d'un texte authentique, donc d'un livre jeunesse, puis on va construire une leçon autour de ça, puis on va enseigner ce que l'enfant aurait besoin, un petit peu comme par osmose, mais en fonction de ce qu'on rencontre dans les livres jeunesse. Dans les livres jeunesse, il y a plein de passés simples. Pour moi, c'est comme bas sur la liste des tâches à écrire ou des tâches à enseigner le passé simple. Il faut savoir le lire, savoir ce que ça veut dire au niveau de l'oral, mais le passé simple, c'est très rare que les gens
en envoyant une lettre de demande d'emploi, ont besoin de rédiger au passé simple. Mais la littératie équilibrée part de ça, puis elle touche les volets. Mais il n'y a rien sur aucun site, moi, j'en ai pas trouvé. Si vous en connaissez, envoyez-les-moi, puis je vais réviser ma position là-dessus. Mais moi, j'ai rien trouvé qui donne des faits aussi clairs, nets et précis sur ça comprend quoi, la littératie équilibrée, puis par combien de temps. Alors que la littératie structurée, c'est vraiment là, on construit sur les acquis en fonction du plus simple au plus complexe, du plus transparent au moins transparent, de ce qui est dominant à ce qui ne l'est pas, de ce qui est régulier à ce qui ne l'est pas. Okay? Puis quand quelque chose sort de la séquence, on va vous dire comment régler ça aussi. Donc, la littératie structurée, ce n'est pas destiné à remplacer les approches Orton-Gillingham ou d'autres termes d'usage courant. Puis ça, c'est quelque chose que je sens une grande insécurité là-dedans. Les gens ont besoin de prouver que ce qu'ils font depuis 40 ans, c'est bien. Puis ça l'est bien. Ça ne remplace pas ça, ça intègre ce qu'on sait sur la science de la lecture parce qu'on sait beaucoup plus de choses aujourd'hui. Puis c'est un terme générique qui est destiné à décrire les programmes qui enseignent justement la lecture, mais de la même manière. J'ajoute à ça, par exemple, il faut suivre une certaine étendue et une séquence axée sur la science de la lecture. En anglais, on va dire des scope and sequence. C'est ça qui manque un petit peu en français, mais on est en train d'en découvrir. Donc, les niveaux de profondeur de la conscience phonologique, on s'entend pour dire que on parle de la phrase en mots qui n'est pas tout à fait vraiment de la syntaxe, mais c'est ça qui va faire en sorte que l'enfant va arriver à mettre des frontières entre les mots. Si tu es capable de me découper une phrase en mots, ben là, je vais te demander de faire des choses un peu plus complexes comme découper des mots en syllabes, des syllabes en sons. Ensuite, je vais te demander d'isoler certaines parties du mot, donc d'isoler l'attaque ou la rime ou le début du mot, le premier son, le dernier son. Puis éventuellement, puis ça se passe par la fusion et la segmentation, qui sont les deux habiletés qui sont le plus étroitement reliées à nos habiletés de bien lire et bien écrire. C'est si on peut fusionner, donc mettre des syllabes ensemble pour former des mots, ou prendre un mot, puis identifier les différentes syllabes et éventuellement les différents sons. Ça s'annonce bien au niveau de l'écrit dans la majorité des cas. Puis ensuite, on a cette manipulation-là parce qu'au niveau morphologique, tu sais, des fois, je veux ajouter des morphèmes qui vont faire en sorte que j'ajoute des affixes, donc soit des préfixes et des suffixes, puis ça va nous donner des sens différents sur les mots. La seule composante qui est visuelle, c'est au niveau morphologique, parce qu'en français, la morphologie ne s'entend pas toujours. Le reste, ça se passe à l'oral. Puis la profondeur, bien sûr, du plus simple au plus complexe. Donc, le succès en lecture, il est prédit à partir de nos habiletés en conscience phonologique et phonémique, de la compréhension des différentes parties des mots, de notre conversion grapho-phonétique-phonémique pour la lecture, parce que le rapport entre les lettres imprimées, qui sont les graphèmes, et les sons qu'elles font, c'est ça que j'ai besoin de vraiment bien intégrer. Puis, je fais l'inverse quand je fais de l'écriture. Donc, je prends un son, donc c'est la conversion phono-graphémique. Je pars du son pour aller vers le graphème. Vous voyez? La progression que vous avez à la droite, c'est une tâche qui figure dans la ressource pédagogique, le langage oral à portée de la main, qui a été publiée par notre association professionnelle en orthophonie. C'est l'association ontarienne des orthophonistes et des audiologistes. Puis si ça vous intéresse, je peux vous dire comment allez-vous la procurer. Je vous en parle un petit peu plus tard. C'est super important, quand on parle de milieu bilingue, de comprendre et de connaître les différents systèmes linguistiques et leur typologie. Parce que les deux systèmes, que ce soit l'anglais ou le français, ce ne sont pas des systèmes qu'on dit biunivoques. On n'a pas, c'est pas un ratio d'un phonème pour un son, comme pourrait être le cas en italien ou en espagnol. C'est beaucoup plus près d'être transparent, par exemple. On va avoir des mots où ils sont cachés dans la parole. Tu sais, quelqu'un qui dit « tu parles vite ». Moi, c'est vrai que je parle vite, mais en même temps, n'importe qui me parle dans une langue que je ne comprends pas, je vais trouver qu'il parle vite parce que moi, je n'arrive pas à trouver les frontières entre les mots. C'est beaucoup plus facile quand on ralentit puis que les mots sont faits, mais nos enfants bilingues ou nos enfants qui sont apprenants du français langue seconde ou de l'anglais langue seconde dans leur milieu doivent apprendre à faire ça. Donc, ce n'est pas comme si les mots articulés s'enchaînent comme une série de phonèmes d'une façon aussi séquentielle que ça. OK? Et puis, la conscience phonémique, bien sûr, on vous l'a dit, si ce n'est pas clair ce matin, ça va l'être plus tard cet après-midi. La conscience phonémique, c'est une compétence qui est acquise, donc elle est apprise, pas naturellement. OK?
Quand on est ensemble, j'aime bien passer du temps à faire cet exercice-là que j'ai piqué à Béatrice Poitier. Je lui ai demandé la permission. Donc, je vous demande de réfléchir. Vous pouvez même écrire dans le chat, j'irai lire vos réponses tantôt. Il y a combien de différentes possibilités d'écrire un empant? Si je vous demandais de mettre ça dans une dictée, un empant, combien de différentes façons est-ce qu'on peut avoir à l'écrire? Je ne sais pas si je suis capable en même temps de voir dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont braves et qui veulent tenter leur chance. En tout cas, je vous avertis qu'il faut tenir compte de toutes les différentes graphies possibles pour chacun des sons, toutes les possibilités d'avoir un phonème en avant du mot ou après, parce que quand je dis le mot, je dis un enfant, il y a un « n ». Hein, mes enfants, quand ils ont appris à parler, des fois, ils me disaient « Est-ce que je peux avoir la orange? » Parce qu'on disait toujours « une orange ». Donc, ils pensent que le « n » appartient à orange. Puis, si on faisait statistiquement, là, on fait la multiplication de tout ça, on arrive avec 12 076 possibilités d'écrire ce mot-là. Donc, même un mot monosyllabique avec une syllabe en français, on a à peu près 3,67 façons de l'écrire. Donc, l'enfant en apprentissage, il y a beaucoup, beaucoup de chances de se tromper. De se tromper, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'apprentissage qui a été fait. Il faut savoir analyser son erreur. Donc, ça se passe en premier par ce fameux mapping orthographique-là, qui nous dit que bien que les difficultés visuelles peuvent avoir un impact sur nos habiletés à lire, on se comprend pour dire que ce n'est pas une habileté visuelle a priori. OK? Puis, la preuve, c'est que moi, je peux utiliser différentes polices, puis vous allez lire la même chose parce que vous êtes des lecteurs compétents. Donc, la forme de la lettre, elle est importante. La forme du mot, elle l'est moins. C'est ce qu'on fait avec la conversion graphophonémique, puis éventuellement phonogrammique, qui va nous permettre d'être compétents. Okay? Puis ça a à voir avec une fonction cérébrale. Donc, quand on a quelqu'un qui est vraiment un dyslexique dysorthographique pur, il ne faut pas dire, ben garde, je vais lui enseigner, puis je vais lui répéter 56 fois, puis il va l'avoir. Il va faire du progrès. Il n'y a personne avec qui j'ai travaillé qui n'a pas fait de progrès. Mais on a d'autres stratégies à mettre en place, puis il faut faire en sorte qu'on normalise son erreur, mais lui, il ne se trompe pas. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais il y a des moyens d'intervenir auprès d'eux sans faute. Donc, le système alphabétique français compte 26 lettres, 36 phonèmes, avec la possibilité d'avoir à peu près 130 graphèmes. OK? Puis vous voyez là, les difficultés d'apprentissage de notre orthographe, ça relève de la complexité du système. Okay? Ça ne relève pas d'une mauvaise volonté à apprendre, ça ne relève pas nécessairement d'un enseignement qui n'a pas eu lieu. Des fois, c'est juste qu'il faut le structurer autrement. OK? Puis, il ne faut pas toujours se fier à écris-le comme ça se prononce, parce que ça représente juste à peu près 50% des mots. Il y a juste 50% des mots qui ont des relations, des correspondances phonème-graphème relativement étroites. Puis cette inconsistance-là, la lettre V fait toujours VV, mais la lettre S, par exemple, là, on a beaucoup de possibilités. Puis sans parler du son O. OK? Donc, tout ça, c'est super imprévisible, ambigu quand on ne connaît pas le code. Quand on connaît le code, ça devient beaucoup plus prévisible. Donc, le mapping qu'on fait ressemble à ça. Donc, si on prenait le mot explique, puis le mot rampe, on a des sons des lettres qui ne font pas de son, on a des lettres qui font 2 sons, on a 2 lettres qui font 1 son. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très... ça prend un apprentissage, un enseignement explicite. Puis, si on regarde en anglais, c'est à peu près la même chose. Donc, on a 26 lettres avec 44 phonèmes. Donc, ceux qui disent, les anglophones, ils n'ont pas les phonèmes, les voyelles nasales. Non, c'est vrai, mais ils ont quand même plus de phonèmes, par exemple. Et puis, ils ont la possibilité de 250 graphèmes, puis même, il y en a qui disent que c'est même dans les 1000. Okay? Donc, c'est à cause qu'il n'y a pas cette correspondance phonogrammique 1 à 1 qu'on a besoin d'un enseignement systématique, explicite, pour être capable d'arriver à bien orthographier le code. Donc, on pourrait voir dans les mots que j'ai présentés, donc il y a thought, laughter, slaughter, puis though, où on a des OU puis des AU qui font des sons différents les uns des autres, mais même
le même graphème. On a des GH qui sont muets, d'autres qui font le son F. On a 2 mots qui sont identiques, sauf qu'il y a un S en avant du mot slaughter, puis ça change complètement le mot. Donc, comment arriver à décoder ça si on n'a pas de bonnes compétences à l'oral? Donc, ta littératie structurée doit être greffée à un système bien développé au niveau de l'oral. Donc, ça ressemble à ça, le mapping orthographique. On donne à l'enfant des cases, puis on va lui dire des mots, puis on va lui demander d'orthographier. Donc, bien sûr, lui ou elle n'écrira pas en phonétique. Okay? Ça, c'est pour nous, pour représenter un son par case. Mais l'élève, lui, doit apprendre que dans le mot mère, qui veut dire maman, ben, le E doit être attaché au R, parce que je ne l'entends pas. Le E dans la chaîne parlée à l'oral fait rarement E. Je vais laisser Lise vous en parler, puis si elle ne vous en parle pas, ben, je reviendrai à la fin de la journée pour vous donner les petits secrets. Dans le mot mère, comme le maire de la ville, ben, on a le son E qui est fait, mais avec 2 lettres. Puis on a encore ton E qui est rattaché au R. Donc, on enseigne à l'élève à placer une lettre par case. Puis on continue avec les chats, les chatons et tout ça. Ensuite, on a aussi des contextes où on a le X ou les 2 C qui vont peut-être poser un niveau de difficulté, mais on va l'enseigner à l'élève. Donc, le X, je le fais mettre dans 2 cases parce que vraiment, il fait 2 sons. Okay? Parce que si je pars de ma conscience phonologique, l'élève va avoir dit T, A, K, S, I. Puis là, lui va chercher quoi faire avec le X. Je fais quoi avec ça? Okay? Même chose avec examen, qui est le X, mais qui fait un son différent de dans taxi. Puis je mets aussi les jumelles ensemble. Quand les jumelles font un seul son, comme dans le mot allumé, les 2 L, je les placerai dans la même case. Mais dans le cas de accident, ce n'est pas le CC vraiment qui fait X. C'est ton premier C dans la syllabe fermée qui fait K. Puis ton deuxième C qui précède un I qui fait S. Donc, quand on le décortique comme ça, ce n'est pas si compliqué que ça. OK? Puis, accrocher, bien sûr, les 2 C sont ensemble, mais à la fin, on a différentes possibilités de l'écrire. Alors, il faut retrouver le son à l'intérieur de la case. Donc, on voit ici un son par case. Un mythe qu'on entend souvent, c'est, ben regarde, l'enfant va lire globalement, il va apprendre à reconnaître les mots par leur forme. Mais est-ce qu'on s'entend que ces 2 mots-là, si je regarde la forme, elle est relativement semblable? Mais les graphèmes sont différents, évidemment, puis la prononciation elle est différente. Je vous montre d'autres exemples où on a 2 graphèmes. Donc, le CH, c'est un graphème qui s'écrit avec 2 lettres. Mais dans le cas du mot chien, ça fait ch. Dans le cas du mot cœur, ça fait que. Parce que si on retourne à l'étymologie, c'est un mot de racine grecque qui a à voir avec le cœur, comme le cœur qui bat. Et puis la chorale, puis on peut aller chercher des familles de mots. Je dis bien chercher des familles de mots parce qu'on ne demande pas à l'élève de nous trouver des familles de mots. Il est en train de les construire. Donc, il a besoin de nous pour lui montrer tous ces liens, puis ces parallèles, puis toutes ces particularités-là. Okay? Donc, dans ce cas-là, on a les mêmes graphèmes qui sont homographes, ils s'écrivent pareil, mais qui font un son différent. Donc, ils sont non homophones. Okay? La forme de ces graphèmes-là, elle est identique, mais la prononciation ne l'est pas. Alors que dans les 2 mots « cœur » que je prononce de la même façon, ils partent d'un graphème différent. Okay? Donc, on l'a laissé tomber le H dans le deuxième mot « cœur ». Puis, ça fait le même son avec différentes lettres. Donc, si vous ne pensiez pas que c'était compliqué avant, bien là, après aujourd'hui, vous allez être convaincu de la nécessité de vraiment tout dire à l'élève puis de lui donner les trucs pour qu'il puisse s'en souvenir sans le bombarder. Je ne fais pas une leçon avec 50 nouvelles étymologies. C'est quand ça se présente, je vais tenter de donner un petit truc à l'élève, on va voir si ça va coller. Donc, ce n'est pas visuel a priori, ce concept de la lecture. OK? Je fais une parenthèse, j'ai un oncle qui est aveugle qui lit. Hein? Il lit le braille, mais il lit aussi, là, il y a une loupe, il lit aussi des lettres. Donc, il a réussi à le faire, même si c'est imparfait dans son système. Les compétences linguistiques à l'oral sont vraiment les meilleurs prédicteurs des habiletés en lecture et en orthographe plus tard. La mémorisation visuelle, le balayage, donc le scanning,
Puis les exercices visuels ont peu ou pas d'impact sur la lecture. Okay? La discrimination va aider à identifier les lettres, mais quand on passe des lettres au graphème puis éventuellement à la lecture, c'est moins la forme qui nous aide, c'est la relation entre les deux graphèmes qu'on met en juxtaposition ou les trois, puis cette conversion-là qu'on est capable de faire pour arriver à les lire. Donc, l'enseignement structuré des langues, qui inclut le volet oral et le volet littératie, c'est l'approche la plus efficace pour tous. Donc, si vous ne saviez pas à quel point vos tâches cognitives, même en m'écoutant ce matin, vous êtes en train d'activer là, presque tout ça d'un seul coup. Donc, quand on arrive à identifier l'endroit où l'élève a des erreurs, où l'élève a de la difficulté, ça devient beaucoup plus facile de lui fournir, la technologie qui pourrait l'aider, puis les stratégies qui pourraient l'aider. Puis vous voyez que le langage oral, la lecture et l'écriture, qui repose sur toute la composante cognitive, c'est une grosse partie de ces profils d'apprentissage-là. OK? Puis il y a même de l'organisation. Quand vous prenez des notes, comment vous allez organiser ça sur la page? Quand je parlais des arborescences syntaxiques, comment je vais organiser ça sur la page? Donc, on peut avoir des élèves qui ont des difficultés d'organisation spatiale, qui vont avoir de la difficulté à respecter même le fait que c'est de gauche à droite, de haut en bas. Quand j'arrive au bout de la ligne de ma page, je ne peux pas juste continuer à écrire parce qu'ils font tous. Il faut que je retourne, sinon ça ne sera pas lisible. Donc, il y a tout ça qu'on doit leur enseigner de manière explicite. La lecture de mots, là, si on essayait de dresser de manière très séquentielle qu'est-ce qui se passe, c'est à peu près impossible. Donc, Kilpatrick m'a sécurisé quand je suis tombée là-dessus parce qu'on voit à quel point on a une interaction entre tout ce qui repose sur la connaissance du code, puis la connaissance des mots. OK? Puis, à l'intérieur de ça, là, il y a un chevauchement aussi. À l'écrit, par contre, on sait qu'en français, 90% des mots ont plus d'un morphème. 70% des mots des livres scolaires contiennent des mots monosyllabiques qui ont juste une syllabe. Donc, seulement 30% des mots des livres scolaires du primaire ont plus d'une syllabe. Puis, on a, dans le 70% des mots scolaires primaires, 45% de ça, c'est des mots fonctions, donc des mots qui s'illustrent mal. Des pronoms personnels, des déterminants, des conjonctions de coordination, ça ne fait pas une image dans la tête. Donc, ce n'est pas vrai qu'en écrivant, on va dire à tout le monde, bien, regarde, ça doit faire une image dans ta tête. Oui, il faut que ça fasse une image dans ta tête au niveau de la phrase, mais il y a des mots qui ne s'illustrent pas. On doit trouver d'autres façons de les enseigner. Puis, on a 40% de ces mots-là qui sont irréguliers, imaginez-vous. Donc, si vous ne saviez pas que c'était difficile, bien, là, je vous le confirme. Sur les 14 000 mots qui se terminent en « e », il y en a 47% qui sont masculins. Donc, est-ce qu'on peut arrêter de dire que si ça finit par un « e », c'est féminin? On va trouver d'autres façons de le dire. OK? Oui, il faut les aider à se souvenir que des fois, au féminin, ça prend un « e », mais des fois, c'est invariable, puis des fois, le masculin prend aussi un « e ». Quand on parle des adjectifs, ben, il y en a 42% qui sont invariables, donc qui ne changent pas à l'oral ou à l'écrit, comme rapide puis tranquille. Il y en a 33% qui sont variables en genre à l'oral et à l'écrit, donc petit, petite. C'est là où on va dire que le « e » fait parler la consonne qui précède. Et puis ensuite, on a 25% qui sont variables en genre à l'écrit seulement. Donc, je le vois, je ne l'entends pas, je le vois quand je le lis. OK? Ajoute à ça le fait qu'on a un niveau d'erreur fréquente par rapport aux accents, au doublement de consonnes, au genre, au nombre, aux irrégularités, aux accords à l'intérieur d'une phrase en genre et en nombre qui vont se transposer sur d'autres mots, aux verbes, aux différents groupes, aux différents temps, aux modes, aux adjectifs qui ne sont pas aussi faciles qu'on pense parce que des fois on le met avant, des fois on le met après le nom, puis il y a des règles pour ça aussi. À toute cette confusion du participe passé, le accent aigu E, accent aigu ES, l'infinitif qui est le ER qui est un des plus réguliers. On peut aussi considérer les lettres muettes, le fait qu'on n'a pas un système alphabétique biunivoque, les marques morphologiques qui ont seulement un correspondant à l'écrit, donc à l'oral, je ne les entends pas, basé sur un principe alphabétique qui est assez complexe. Donc, les conversions graphophonémiques ou phonographémiques
ne suffisent pas en soi, mais elles sont indispensables. Il faut donc bâtir les connaissances, autant l'orthographe lexicale, générale, morphologique, syntaxique, une à la fois, mais souvent en interaction. Donc, pourquoi je parle de comprendre l'erreur? C'est parce que si je comprends l'erreur, je comprends leur raisonnement, puis je vais savoir comment intervenir et mesurer leur réussite. Ça m'aide, en tant qu'orthophoniste, d'avoir une belle saisie de ce qui est semblable entre les phonèmes puis de ce qui est différent. Puis ça, si ça vous intéresse, vous me faites signe, puis ça va me faire un plaisir de vous en parler plus longuement. La lecture et l'écriture, ce n'est pas un processus uniquement phonétique ni uniquement alphabétique, parce que là, vous avez devant vous 2 listes de mots dans lesquelles on retrouve des lettres qui font des sons différents en fonction de la lettre qui précède ou qui suit, ou de la position dans le mot, ou de relâchement, ou d'une voyelle nasale. Donc, c'est vraiment très, très complexe. On a fait une étude qui nous a aussi permis de vous orienter par rapport à quelles compétences syntaxiques doivent être enseignées en premier. Et cette belle progression-là, encore une fois, elle va figurer dans une ressource sur laquelle on est en train de travailler. Je vous lance la diapo pour vous dire que si ça vous intéresse de pouvoir mesurer les compétences syntaxiques, même de votre groupe classe, vous allez avoir mes coordonnées. Ça va me faire plaisir de vous montrer ce qu'on a dégagé. Puis essentiellement, ce qu'on voit, c'est que les tendances sont les mêmes. Donc, ce qui est difficile en France est difficile ici aussi. Ce qui est facile en France, c'est facile ici aussi. La différence entre nos 2 systèmes, ce n'est pas parce qu'on est moins bon qu'eux, c'est parce que nous, on vit beaucoup plus avec la dualité linguistique qu'eux. Oui, il y a des Français de France qui sont bilingues, bien sûr, mais ils ont l'avantage d'avoir de l'intrant oral et écrit en français beaucoup plus fréquent que nous. Donc, il va falloir qu'on se serve de ça comme une force. Le bilinguisme, ça peut être une force, puis on est capable d'y arriver en faisant des progressions très, très étayées à partir du plus simple au plus complexe. Donc, je vous ai parlé un peu de l'étymologie. Je le dis pas, j'en parle pas en long et en large, mais juste pour vous dire, des fois, ça peut aider à se souvenir pourquoi on utiliserait, par exemple, le CH ou le SH. OK? Ou, dans le cas de cœur puis machine, ben, c'est le même graphème, mais l'étymologie, elle est différente. Donc, on a des sons qui sont pareils à l'écrit, ou qui sont pareils au niveau de la prononciation, mais différents à l'écrit. Puis on en a qui sont pareils à l'écrit, mais différents au niveau de la prononciation, pour revenir à la parenthèse de ce matin, de plus tôt. Donc, si on pense au fait que doigt, ça fait partie de la famille de mots digital, on est moins porté à oublier le GT à la fin. Si on donne le rôle des circonflexes, qu'ils ont remplacé le S, ou des trémas, tu sais, le E sur le tréma sur le E, ça ne fait pas E. Le tréma fait parler les 2 voyelles, comme dans Loïc puis Noël. OK? On parle de morphologie syntaxique qui ne s'entend pas, à part que quand on a un auxiliaire qui est différent, ou celles qui ne s'entendent pas puis qui s'écrivent différemment, ou celles qui s'entendent de la même manière puis qui s'écrivent différemment également. Donc, quand je dis les beaux arbres, vous savez que c'est un pluriel, mais si je dis les belles robes, le bel en soi n'est pas, il n'y a pas de marque audible du pluriel. Donc, tout ça, ça doit être enseigné. Je vous ai parlé des arborescences qui sont ancrées dans les classes de mots. La seule raison de connaître les classes de mots, puis oui, c'est important, c'est pour savoir les écrire, pour savoir faire nos accords. Donc, pour ça, je vous donne une ressource d'un site web à la fin où vous pouvez vous former davantage. Donc, la typologie des erreurs, pour revenir assez rapidement, c'est que si l'élève fait des erreurs phonétiques, quand je lis son message, je n'entendrai pas ce qu'il a voulu me dire. Donc, quelqu'un qui omet des voyelles, par exemple. Si l'erreur, elle est lexicale, alors quand je vais lire le mot, ça sonne comme le mot, mais il va y avoir des erreurs au niveau des graphèmes qu'il a utilisés, comme dans carotte avec 2 R ou fantôme avec un PH puis un TH. Pour les erreurs syntaxiques, il faut mettre en relation beaucoup d'éléments de la phrase. Donc, vous avez ici 3 phrases dans lesquelles on a « la fille a mangé une banane », qui est pareil que le garçon qui a mangé une banane, mais l'enfant en apprentissage pourrait des fois vouloir mettre un « e » à côté du manger de fille parce que c'est féminin. Puis on a la banane qui a été mangée par la fille à mûre parce que là, ben, ton « qui » est mis avant l'auxiliaire « avoir » qui veut dire que là, ça s'accorde alors que normalement, ça ne s'accorde pas. Donc oui, ça prend des années à maîtriser ça.
Puis des fois, on n'y arrive même pas, puis on questionne Antidote lorsqu'il nous donne des suggestions parce que c'est complexe comme ça. Puis c'est pour ça que moi aussi, je l'utilise, Antidote. Donc, de connaître les types d'erreurs orthographiques, ça me permet de faire une rééducation en fonction de ce que je tente d'enseigner. Okay? Donc, pour les erreurs phonétiques, souvent, ça va relever d'une pauvre maîtrise du langage oral. Puis je dis pauvre maîtrise, c'est peut-être trop fort. Des fois, les élèves sont en apprentissage d'une deuxième langue. Donc, il ne faut pas dire qu'ils maîtrisent pauvrement, ils sont en train d'apprendre. Les erreurs lexicales, ça se travaille par des exercices d'imprégnation. Ça, c'est de l'explicite. Puis je vais vous donner une ressource pour ça aussi. On peut utiliser nos outils, nos dictionnaires. Puis les erreurs syntaxiques, ça s'enseigne par compétence. Puis ça aussi, je vais vous en donner des pistes. Puis petit train va loin. Donc, si on le fait un à la fois, puis tout le monde sait ce qui est venu avant puis ce qui va venir après, on est capable de se tenir la main puis de faire en sorte que la scolarité entière du jeune va lui permettre de progresser. L'impact de tout ça, de notre bilinguisme, ça fait en sorte que même à l'oral, des fois, on va faire des erreurs où on va changer ce qu'on tente de dire basé sur le calque de notre langue primaire. Donc, un anglophone qui dirait « the red sweater », peut-être qu'en français, il va finalement dire « le rouge chandail », parce qu'en anglais, cet adjectif-là vient avant. Alors qu'en français, l'adjectif de couleur vient après. On dit « la petite table, mais le chandail rouge ». Donc, nous, on a décidé d'être super complexe. Okay? Donc, le francophone, lui, qui apprend l'anglais, il va dire peut-être « the sweater red ». Donc, si je comprends son erreur, là, je vais faire un moment pour dire pourquoi on le place avant ou après. Puis tout ça, quand on parle d'intervention basée sur la science de la lecture, il ne faut pas imaginer que c'est linéaire, mais oui, c'est séquentiel. Il faut aller rejoindre l'élève là où il est dans son apprentissage, puis étayer notre enseignement sur ce que l'élève connaît, en planifiant la suite de manière explicite, en suivant la séquence et une progression qui est axée dans la science de la lecture. Puis ça doit se faire au niveau phonétique, phonologique, lexical, grammatical. Il faut savoir analyser l'erreur, puis sans perdre l'élève, fournir des explications simples pour toutes les régularités, les exceptions, puis parfois même l'étymologie. OK? Donc, les progressions axées sur la science de la lecture, vous allez les voir dans ce que je vais vous présenter, qui est un outil sur lequel je travaille, mais on part toujours du principe alphabétique, donc le nom et le son des lettres, de la conscience phonologique pour éventuellement aller vers l'orthographe grammaticale, morphosyntaxique. C'est toujours l'oral avant l'écrit, mais dès qu'on peut voir l'écrit, dès qu'on peut lire, on commence à écrire. La structure syllabique de simple à complexe. La transparence phonémique, bien, ce qui est transparent avant ce qui l'est moins. On travaille en parallèle les volets de lecture et d'écriture. On va tenir compte de la dominance, mon exemple du « veut » tantôt. On va parler des régularités avant les exceptions, de ce qui est fréquent, qui n'est pas toujours facile à lire ni écrire. Le mot « monsieur », c'est à peu près le mot le plus irrégulier en français, mais on doit l'apprendre tôt parce qu'il est fréquent à l'oral, mais il ne suit pas les règles de conversion graphophonémie. Le temps de verbe, il y en a qui sont irréguliers. Le passé composé est très, très courant à l'oral, mais c'est un des plus difficiles à écrire. Donc, la maîtrise ne peut pas être attendue avant le secondaire. C'est ce qu'on a vu dans les recherches qu'on a faites. Puis la recherche a été faite sur des 1000 d'élèves, là. Puis, on doit tenir compte de la recherche, de la réponse à l'intervention. Il y a des stratégies qui aident, puis d'autres qui aident moins. Donc, bien choisir les structures syllabiques, éviter les prénoms, les mots qui se terminent en « a » pour faire des rimes. Au niveau de la conscience phonologique, on veut éviter des mots qui contiennent des glides ou des semi-consonnes parce que l'élève ne saura pas avec quelle syllabe la rattacher. Puis, au départ, on évite les groupes consonantiques, on les garde pour la fin. Il faut que l'enfant connaisse le vocabulaire que vous allez utiliser avant de vous en servir à l'oral. Puis, tu veux intégrer de l'écrit éventuellement, aussitôt que les tâches orales sont bien ancrées pour démontrer ce que l'élève a appris. Il faut donner des modèles sans demander à l'élève de fournir des réponses à notre questionnement. Donc, le principe de base, c'est je le vois, je le dis, je le lis, puis je l'écris. Ce qui n'aide pas, c'est de dire « trouve le petit mot dans le grand mot ». Donc, l'astérisque veut dire « ça peut aider » si on trouve vraiment le petit mot dans le grand mot. Mais on ne trouve pas matin dans matinal quand je le dis à l'oral. Je le vois à l'écrit. On se comprend? Donc, si je suis en oral ou en écrit, là, je peux choisir cette stratégie-là en fonction des mots que je vais présenter. Ça n'aide pas de dire « regarde la forme du mot »
ou de chercher un mot de la même famille parce que ces familles sont en voie de construction. Ça n'aide pas de dire ça s'écrit comme ça se prononce parce que c'est très peu probable en français qu'on va y arriver. Puis quand on dit devine le mot à partir du sens, on est en train d'apprendre à l'élève à ignorer le mot écrit, puis ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, la progression axée sur la science de la lecture et de l'écriture en devenir, que je nommerai à toute fin pratique ELAN, elle est basée sur ce qui est du plus simple au plus complexe au niveau de la conscience phonologique, phonémique, morphologique, le principe alphabétique, puis même à l'intérieur des graphèmes, il y a une séquence à suivre. On a bien sûr des mots étiquettes qui sont peu illustrables, mais qui sont nécessaires pour bien lire et bien écrire, dont certains comme monsieur, qui est très fréquent à l'oral, mais qui vient un petit peu défaire toutes les règles qu'on veut enseigner, mais il va falloir qu'on leur dise, c'est juste, dans certains cas, c'est juste comme ça, mais on peut retourner à l'étymologie. Monsieur, c'était Monseigneur, ça a été raccourci à monsieur, donc tu vois le mot dans Monseigneur, puis le EUR dans Seigneur, ça peut les aider à s'en souvenir s'ils ont de bonnes habiletés graphophonimiques. Ajoute à ça le vocabulaire, qui en soi a différents niveaux en fonction de la précision du vocabulaire. L'orthographe lexicale qui va de régulier à transparent jusqu'à irrégulier, opaque, exceptionnel et moins fréquent, avec toutes sortes d'autres possibilités à l'intérieur. Ajoute à ça le besoin de savoir les classes de mots, donc du plus simple au plus complexe. Puis ce qui est en vert là, dans mon schéma, qui n'est pas linéaire, il est séquentiel, mais il n'est pas linéaire. Ce qui est en vert, c'est ce qui est simple. Ce qui est en orange, c'est ce qui est comme un peu plus complexe. Puis ce qui est rouge, c'est ce qui viendrait à la fin. Puis on a aussi l'orthographe syntaxique. Donc, l'orthographe syntaxique, bien sûr, la grammaire, c'est l'orthographe syntaxique, la classe des mots et la morphologie. Le vocabulaire, c'est les mots étiquettes, les classes de mots, tout ce qui est dans l'orthographe lexicale. Donc, il y a une grande interaction entre ces éléments-là. Puis si j'avais à le dessiner comme sur une vie scolaire, je vous dis que ça, ce n'est pas à l'échelle, donc ce n'est pas là, nécessairement la première année, deuxième année, troisième année. Ça prend beaucoup plus de détails pour y arriver, puis ça va figurer dans Élan à peu près. J'aime mieux parler de stade que de parler de niveau scolaire, parce que c'est faux de penser que l'élément, le seul élément commun dans une année scolaire, c'est la date de naissance de l'élève, puis que ça va faire en sorte qu'ils sont prêts à apprendre les choses au même moment. Ils ont tous un vécu différent. Ça se peut qu'il y en ait qui arrivent à la ligne d'arrivée à un moment différent, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas. Donc, je dois considérer tout ça en travaillant d'abord ce que j'entends avant ce que je n'entends pas. Je parle à l'écrit. Je vais travailler l'oral avant l'écrit. Je vais travailler la lecture avant l'écriture, mais tout de suite le monter en parallèle. Je travaille ce qui est transparent avant ce qui est opaque, ce qui est plus fréquent avant ce qui l'est moins, ce qui est régulier avant ce qui ne l'est pas, en tenant compte de l'analyse de l'erreur pour savoir comment intervenir et mesurer la réponse à l'intervention pour que je sache si j'ai besoin de référer à nouveau, et en tenant compte du temps d'exposition à la langue, de la typologie des langues que l'enfant connaît et de la langue d'origine pour adapter nos attentes. Ça va ressembler à peu près à ça, là, mais ça va être beaucoup plus long que ça, mais on va avoir des modules, des correspondances à enseigner en fonction des mots étiquettes, des concepts linguistiques, des règles orthographiques, puis quoi faire avec l'analyse de l'erreur. Donc, c'est ça qui s'en vient pour vous. Donc, mes coups de cœur, puis je termine là-dessus. J'ai un site web, je ne suis pas blogueuse fréquente, mais quand je sens le besoin d'écrire sur quelque chose, je le fais. Donc là, vous allez pouvoir trouver des billets de blog sur l'évaluation au service de l'apprentissage, la littératie structurée, correction orthographique, tout ça. Très bientôt, on a parlé de décodabilité tantôt dans la ressource qui va être tirée à la fin de la journée, facile à lire. On est en train de préparer une formation pour TA à l'école qui va justement parler de la décodabilité, puis la transparence, puis comment on peut être capable de savoir que le texte qu'on place devant l'élève, qu'il est prêt à le recevoir, oui ou non. Et on a une formation qui a été donnée cet été sur les dictées au service de l'apprentissage. Donc, ça prend quoi pour concevoir des dictées? Les dictées au service de l'apprentissage s'en viennent, mais l'évaluation au service de l'apprentissage, elle est déjà sur le site de TA à l'école, puis je vous donne le lien dans une autre diapo. Donc, juste ici, vous avez cette formation-là qui est désormais disponible. Donc, c'est des écueils à éviter quand on planifie des tâches, pas juste en dictée, mais pour évaluer les élèves. Puis ici, c'est en français puis en anglais. Ce sont des vidéos de 6 minutes qui sont destinées à l'élève à peu près en 6e année
parce que souvent, on va leur placer des textes qui ne sont pas aptes à lire, puis ils se questionnent, puis déjà là, ils sont insécures, ils pensent que c'est eux qui n'arrivent pas à bien faire les choses, alors que vraiment, c'est juste qu'il y a des textes qui sont trop difficiles, puis je leur montre un petit peu quel genre de questions se poser pour comment les reconnaître. J'apprécie énormément le travail d'Alexandrie Mador, qui est psychologue au Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, qui a son site web. Elle fait des merveilleuses vidéos TikTok, surtout sur la littératie structurée, le mapping orthographique. Donc, allez voir s'il y a quelque chose qui peut vous servir. On travaille beaucoup, elle et moi, justement sur Élan, sur tout ce qui est sciences de la lecture. Et puis, elle aborde plusieurs thèmes qui sont d'intérêt pour vous tous aujourd'hui. Si vous êtes inscrit à cette formation, ça doit être le cas. J'ai ma collègue Chantal Maillé-Crittenden qui a un podcast dans lequel elle aborde des thèmes comme le bilinguisme, l'enseignement robuste du vocabulaire, l'insécurité ou la sécurité linguistique. Donc, je vous encourage à le découvrir. On a Elisabeth Beaulieu, on va revenir là-dessus tantôt, qui fait un énorme travail de démystifier toute le mapping orthographique, mais à partir des exercices en conscience phonologique de Kilpatrick. Et puis, voici le site d'Yvon Blais, qui a de merveilleuses formations. Ce sont des incontournables. J'ai suivi plusieurs de ces formations, sinon toutes. Et puis, ça a vraiment changé l'orthophoniste que je suis. Donc, ce n'est pas juste pour des orthophonistes, c'est pour des enseignants, des parents, n'importe qui. Il va l'adapter à vos besoins. C'est lui qui a cette fameuse le nouveau code pour éviter les arborescences syntaxiques de façon à pouvoir ne pas avoir à redistribuer la phrase d'une différente façon pour l'élève qui peut avoir de la difficulté à le faire. Je vous partage des ressources. Donc, je vous ai parlé du langage oral à portée de la main. Disponible en français et en anglais, les ressources ne sont pas les mêmes. Elles sont distinctes et puis elles portent sur la conscience phonologique, le vocabulaire, la structure des mots et des phrases, la structure des textes, la compréhension du langage et l'inférence. Bref, tout ce qui est nécessaire pour bien aborder la question de la littératie plus tard. Puis, le premier nom de cette ressource-là, c'était « Fondement du langage oral pour la réussite scolaire ». Donc, l'objectif visé, c'était toujours d'arriver à la littératie. Pour travailler l'enseignement de l'orthographe lexicale, on a les erreurs d'orthographe à l'école pour faire de l'explicite, de l'imprégnation. Pour ajuster vos attentes à l'écrit, on a EOL, c'est fait en France. Bien sûr, les niveaux scolaires ne seront pas les mêmes. Il y a un ajustement à faire. Je vous l'expliquerai dans une autre formation, mais communiquez avec moi si vous voulez savoir quel est mon secret. Et puis, l'enseignement robuste du vocabulaire est très bien défini dans Bringing Words to Life, indépendamment de la langue. Il y a des ressources en ligne qui mettent en évidence les pratiques typiques versus les pratiques structurées en littératie. Et puis, si vous voulez des lectures supplémentaires sur certaines choses à éviter, parce qu'on me questionne souvent là-dessus, vous les avez là. Donc, sur ce, je vous invite à me poser vos questions avec le temps qui reste ou à m'écrire si les questions sont plus complexes ou nécessitent plus longtemps de discussion, puis ça va me faire plaisir de prendre un rendez-vous avec vous. Voilà. Bon, merci infiniment, Michel. Ce fut riche, abondant. Il va falloir retourner et relire. Il y a des gens qui nous demandent si nous avons votre présentation pour eux, pour les gens qui sont ici. Les présentations, toutes les présentations sont dans un dossier du Google Drive. Alors, j'ai mis le lien dans le chat et j'espère que ça fonctionne. Alors, s'il vous plaît, dites-nous si cela ne fonctionne pas. Et j'ai une question pour toi en ce moment, Michel, d'accord? Est-ce que c'est meilleur d'enseigner tous les 36 phonèmes au début de l'année pour que les élèves puissent décoder plusieurs mots avant de regarder les graphèmes ou d'enseigner les phonèmes et les graphèmes alternatifs tout au long de l'année? Ça a coupé un petit peu, fait que tu me diras si je ne réponds pas de manière claire à la question. C'est que de un, il faut commencer par ce qui est... on sait que les sons, les enfants nous arrivent et ils parlent. Donc, ce n'est pas nécessairement avec les sons qu'ils ont de la difficulté. Je ne parle pas des cas d'élèves qui ont des difficultés articulatoires phonologiques. C'est vraiment au niveau de l'écrit que ça pose problème. Donc, quand je vais prendre les sons pour structurer mon écrit, j'ai besoin de combiner
puis c'était peut-être rapide là, dans la diapo que j'ai montrée, mais justement, on parle de la combinatoire des voyelles et des sons vocaliques, des sons consonantiques, parce que très tôt, je veux commencer à faire des mots. OK? On veut un étayage, on ne veut pas les enseigner les 36 en même temps, c'est un à la fois, mais ça se fait relativement rapidement pour l'élève qui est capable de bien intégrer tout ça. Puis ton élève en difficulté va avoir besoin d'autre chose de toute façon. Donc, la réponse, c'est comme oui et non. Donc, on veut le faire de manière, en respectant la séquence logique, mais du simple au plus complexe, du transparent au moins transparent, avec des consonnes qui peuvent être jumelées à des voyelles pour faire des syllabes le plus tôt possible, pour lire des petits mots comme le et la. Très bien. Et même des non-mots. On peut faire des non-mots aussi. Hein? Absolument. Absolument. Oui, très efficace. Si on fait des non-mots, par exemple, on demande à l'élève d'écrire, il faut considérer le fait que l'élève qui est peut-être plus avancé va avoir une graphie plus complexe puis que c'est correct. Oui. C'est le mot car, par exemple. Peut-être que l'élève qui a appris que le que, ça peut être QU, va écrire QUAR. C'est pas un non-mot, c'est un vrai mot. On accepte ça. Il faut tenir compte de ça. Oui, et le PH pour le F, par exemple. Oui, d'accord. J'ai d'autres questions pour toi, Michel, et merci encore à Kim qui collectionne les questions pour nous. Comment peut-on intégrer tout ceci dans une approche basée sur la pédagogie sensible à la culture? Bien, ce que j'ai appris, c'est que le ministère de l'Éducation de l'Ontario est en train de faire des avancées là-dessus. Pas qu'on avait besoin d'attendre qu'ils nous le disent pour le faire, là. Évidemment, on doit prendre l'enfant là où il est et considérer toutes ses langues. Là, aujourd'hui, j'ai évoqué le français et l'anglais, parce que c'est mon vécu, 2, parce que les typologies sont semblables. J'aurais du mal, moi, à savoir comment me prendre sans avoir un interprète ou quelqu'un qui connaît la langue si j'avais affaire à quelqu'un qui parle le mandarin. Les typologies ne sont pas du tout semblables. Donc, mandarin, cantonais, c'est les mêmes idéologies graphiques, mais la langue orale, elle est différente. Oui. À ce moment-là, oui, ça serait différent, mais définitivement, il faut partir du point d'origine de l'enfant. Oui. Alors, voici une question qui m'est posée très souvent. Est-ce qu'on devrait enseigner la conscience phonologique dans la langue maternelle de l'enfant ou, si nous sommes en situation de langue seconde, de le faire dans la langue seconde? Tu le fais dans la langue qui est accessible à l'enfant. Donc, c'est sûr qu'en milieu scolaire, en français, je vais le faire en français. Mais quand l'enfant va être capable de le faire sur des mots en anglais, parce que les typologies sont semblables, ces habiletés-là devraient se transférer. Bon. Mais il y a une composante orale qu'il ne faut pas négliger dans le sens que moi, quand j'étais petite, la première fois que j'ai lu le mot salary, j'ai dit salary. Parce que dans ma tête, ça faisait penser à safari. Oui. J'ai dû apprendre que salary, c'était ton salaire, puis je ne savais pas c'était quoi un salaire, là. Donc, il va y avoir des transformations comme ça, mais qu'on doit célébrer, parce que c'est un succès d'avoir décodé quand même, là. Donc, oui, absolument, on est capable de le faire parce que ça devrait... Si les parents veulent le faire en anglais, l'école le fait en français ou l'inverse, c'est tout à fait correct. Très bien, ça se transfère. Très bien. Alors, maintenant, pouvez-vous nous parler des livres nivelés pour les petits? À quel moment pouvons-nous les utiliser? OK. Ça, on va en parler en long. Décodables. Versus les livres décodables, j'aimerais ajouter. OK. En tout cas. Les livres nivelés étaient comme super populaires dans les années 80, puis là, sont revenus un petit peu, puis là, on a commencé à être critique. Mais de manière, c'est avec raison. Donc, les livres nivelés, c'est pas ça le problème. On a tous ici appris à lire sans ces choses-là. Le problème, c'est quand on pense que les livres nivelés ont nécessairement été écrits en fonction du code que l'enfant est prêt à lire. OK? Nivelés au niveau de la complexité du vocabulaire, du nombre de mots dans les phrases, du nombre de phrases dans le paragraphe, oui, c'est correct. Ça te donne un indice de complexité. Mais ça ne veut pas dire que ton livre nivelé, même de niveau très de base, qu'il est décodable. Donc, on va absolument parler dans la formation qui va être disponible avec Théa à l'école. Puis si vous voulez, là, envoyez-moi votre adresse électronique, je vais vous mettre sur la liste de diffusion ou je la donnerai à Joanne, puis on pourra diffuser ça quand ce sera prêt. Parce que c'est vraiment une grande discussion sur laquelle on pourrait parler longtemps. Oui, parce que ce qu'on encourage dans la littératie structurée, c'est on peut utiliser les livres nivelés pour lire aux enfants, pour enrichir le vocabulaire, pour encourager la communication orale et tout ça, le concept de l'histoire, le début, le milieu, la fin et tout ça. Mais si on demande à un élève à lire qui n'a pas été enseigné ou qui n'a pas appris certains éléments du code, ce serait injuste de lui donner un livre nivelé.
Absolument. Et c'est injuste de lui donner n'importe quel livre qui n'est pas capable de lire parce qu'on n'a pas enseigné la correspondance graphophonimique, bien sûr. Exact. Puis, Exact. l'authenticité d'un livre jeunesse, oui, il faut que ça va faire en sorte que les enfants vont aimer lire, mais ils n'aimeront pas lire si on leur demande de lire le livre jeunesse d'eux-mêmes parce qu'il y a plein de mots qui sont trop irréguliers, avec des temps de verbe qui sont peu utilisés pour qu'ils puissent y arriver, mais ça enrichit le vocabulaire. Donc, les deux ont leur place, ou les trois. Donc, lecture, jeunesse, livre nivelé, livre décodable. Mais moi, je privilégie davantage. Si tu veux utiliser un livre nivelé, puis il y en a, puis j'adore certaines séries, il faut juste s'assurer que l'enfant, le niveau qu'on met devant l'enfant, a tenu compte des correspondances plus simples versus plus complexes. Oui, oui. Et maintenant, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le fait qu'on ne devrait pas utiliser les mots qui se terminent en A et les mots qui se terminent en semi-consonne pour travailler les rimes? Merci. Absolument. Bien, les semi-consonnes, c'était plutôt pour, j'ai peut-être mêlé les choses, mais c'était plutôt pour illustrer la difficulté qu'on aura à les diviser, à les segmenter au niveau de la syllabe. Donc, si je demande à l'enfant « voyage », il y a combien de syllabes? Il va me dire 2. OK, peux-tu me les dire? Bien, c'est-tu voyage ou voyage ou voyage? Donc, ton « ya » est comme divisé en 2 à l'oral. Donc, évite ça parce que s'il peut segmenter le reste, peu importe. C'est pas grave s'il ne peut pas segmenter celle-là. Puis pour les A, c'est parce qu'il y a très peu de A purs finaux en français. Il y a papa, la, ma, ta, sa. Le reste, ça fait chat. Tu sais, on doit faire attention au relâchement des voyelles en français. Tu sais, si je dis, prends le mot cage puis enlève le k, ça ne me donne pas âge. Pas quand moi je le prononce. Si quand quelqu'un d'autre le prononce, si votre classe, c'est comme ça qu'il le prononce, c'est correct. Quand moi je le prononce, ça ne fait pas le même son. Donc, si je dis cage, j'enlève k. La réponse que l'élève dit, c'est âge. Dites-lui pas non, c'est âge. Tu comprends? Donc, il faut juste être conscient de ça. Bien, en parlant de conscience phonologique, plus ou moins, c'est ça qu'on discute en ce moment. Ou la conscience phonémique maintenant, il y a des approches et des programmes qui sont ciblés pour les personnes en immersion, puis il y en a d'autres qui sont ciblés pour les personnes en français langue maternelle. Est-ce que les programmes ou approches qui sont ciblés pour les francophones, langue maternelle, seraient utiles quand même en immersion? La séquence n'est pas différente, mais l'influence de la langue peut avoir des résultats différents, donc il faut savoir analyser l'erreur. Mais je dirais que dans plusieurs des écoles de langue française, on a affaire à de l'immersion aussi parce que 75% des enfants qui arrivent en maternelle n'avaient pas parlé français avant d'arriver. Mais quand on regarde toutes ces échelles-là, il faut imaginer qu'ils ont été basés sur des groupes monolingues, dans des milieux où souvent la langue, elle est parlée par la majorité. Ce qui n'est pas le cas en français en Ontario. Exact. Ce qui n'est pas le cas dans certains cas pour, dans des écoles d'immersion. Donc, la séquence, elle est, c'est ce qu'on a vu avec les études en France, puis ici, la séquence, elle est la même, c'est juste le temps d'acquisition qui change. Donc, il faut être capable d'être flexible puis d'ajuster parce que sinon, on va avoir des attentes très démesurées devant nos jeunes. Très bien, merci. OK. Est-ce que vous recommandez un focus ou bien une emphase particulier à certaines choses pour soutenir l'ordre de l'apprentissage de la lecture? Oui, puis dans ce qu'on est en train de produire, ça va être là. Il va y avoir une interaction de tout ce qu'on a besoin, puis à peu près à quel moment pour qu'on soit en mesure de bien étayer ça pour soutenir l'élève. Ça s'en vient. Exact. Très bien. Avez-vous des lectures ou de la recherche à suggérer pour démontrer aux enseignants ou aux élèves que l'utilisation de Google Translate nuit aux compétences linguistiques de l'élève en termes de syntaxe, de structure de phrase, etc.? Écoute, je n'ai pas fait cette recherche-là. Bien sûr, on a tous notre vécu, donc je l'évite à tout prix. J'utilise davantage DeepL. Si j'ai besoin d'utiliser quelque chose, j'utilise deepl.com. Mais même à ça, c'est pas toujours sans faille, là. Mais si je veux montrer à l'élève la raison de ne pas utiliser quelque chose, automatiquement, il faut que je l'expose à l'erreur, puis moi, j'évite ça à tout prix. Bon, donc, je vais juste lui dire que Google ne peut pas interpréter. Google Translate ne peut pas interpréter, donc il va prendre les mots littéraux, puis il va essayer de faire du mieux qu'il peut. Mais tout ce qui est figure de style, même des fois, si on a une phrase un petit peu plus complexe, il ne saura pas quoi faire avec ça. Non. Donc, je leur explique plutôt, puis je leur dis d'utiliser des outils plus performants, puis après ça, de le passer sous antidote. Excellent.
Est-ce que tu pourrais épeler DeepL, s'il te plaît? Oui, bien, je peux le mettre même dans le chat, c'est deepl.com. Ah, mon Dieu, tout un mot. Tout un mot. Ah, OK. Et puis, Puis ensuite, ce que j'ai vu, c'est que je suis beaucoup plus satisfaite. C'est Lise est rare. d'accord. Oh, merci, Lise. Je suis tellement contente quand je dis quelque chose, puis Lise est d'accord parce que je me dis, on doit s'en aller voguer dans la même direction. Oui. DeepL, ce que j'aime, c'est que c'est beaucoup plus près de ce que je cherche. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de lecture à faire, puis je n'ai pas d'ajustement, surtout pour des termes spécifiques, précis à notre discipline. Mais je le trouve très performant quand même. Très bien. OK. Une autre question. Et en passant, merci pour les questions, les gens, parce que je pense que ça aide à tout le monde. Une grande question, mais comment puis-je évaluer la progression de l'élève? On a l'habitude d'utiliser les textes nivelés Alpha Jeune ou GB+, pour nos conseils scolaires. Vraiment, là, il y a des gros changements à faire. Mais oui. Peux-tu répondre? Oui, je peux répondre. Donc, les livres ne sont jamais le problème, mais l'utilisation qu'on en fait peut l'être. Donc, plus on forme nos enseignants à être capables de reconnaître les types d'erreurs, de reconnaître que dans un livre, si un livre, mettons, je suis obligée d'utiliser la série GB+, dans un livre de niveau 6, il y a un mot que moi, je sais que je sais pas, là, j'invente, des groupes consonantiques, puis on n'a pas encore vu ça. Bien, moi, je sais que je ne peux pas compter ça comme une erreur. J'ai déjà entendu aussi quelqu'un dire, ben garde, l'élève a lu le mot essayer, il a dit essayer, donc j'ai mis une erreur. Puis moi, j'ai dit, mais il l'a automatisé. Donc, ce n'est pas une erreur parce que le but de la lecture, c'est de l'automatiser. Il a compris le sens. Puis parce que si je lui donne une erreur sur essayer, qu'est-ce que tu vas faire quand il va lire monsieur comme il faut? Parce que ça non plus, ça ne s'oralise pas. Comme on l'écrit. Donc, quand je leur dis ça, ils font comme, c'est ça. Donc, j'utilise toujours mon jugement critique. Mais oui, j'espère. Puis, j'ai une étudiante qui est en train de travailler justement sur la série Escalier, à savoir, est-ce que les élèves de la première à la 4e année comprennent ce qu'ils lisent? Puis, phase 2, ça va être, allons donc regarder la décodabilité des mots pour voir si ça peut poser un problème. Puis, si c'est très, très bien étayé, on va dire, fantastique, il n'y a rien à faire. Mais s'il y a des mots qui sortent de la séquence, on pourrait dire, dans ce livre-là, ces 3 mots-là, on ne peut pas s'attendre à ce que l'élève sache les lire tout de suite. Exactement. Puis, je sais que Lise, plus tard, va nous parler de progression des apprentissages. Puis, on pourrait créer des échelles ou bien utiliser certaines échelles pour mesurer le progrès de l'élève selon un étayage graduel, logique dans l'apprentissage de la lecture. Puis, quand j'entends essayer, pour moi, c'est le dialecte. Alors, pourquoi pénaliser un enfant pour son dialecte? Il parle français. Il parle français. C'est ça. Puis oui, tu as raison que c'est possible, mais la composante évaluative va venir après, qu'on va avoir vraiment tout démystifier ça parce que c'est ça qui va me dire qu'est-ce que j'évalue à quel moment. En ce moment, vous avez raison, on évalue sans vraiment que personne ne nous ait jamais donné de structure sur lesquelles des graphies sont les plus simples, les plus complexes, lesquelles des compétences lexicales ou syntaxiques qui devraient être placées en premier ou juxtaposées ou lesquelles dépendent des autres. Donc, c'est un travail auquel on travaille. Oui. Puis, j'aimerais préciser qu'en anglais, je suis certaine que beaucoup de gens qui nous regardent maintenant, là, qui disent, qui ont le mot scope and sequence en anglais, puis en français, on dit progression des apprentissages. Alors, si on fait allusion à cela, c'est ça de ce dont on parle. C'est très complexe à créer en français. Il y en a quelques exemples et chaque exemple n'est pas... Il faudrait que chaque enseignant ou enseignante porte un jugement critique sur les progressions d'apprentissage qui existent et qu'elle se concerne plutôt sur la situation dans sa salle de classe pour l'utiliser en fonction des besoins de ses élèves. Absolument. D'autres questions? Oui, vas-y. Joanne, écoute, moi, je n'ai pas de problème à continuer. Je sais que les gens ont peut-être besoin d'une pause. Ça ne m'incommode pas du tout, moi, de taper les réponses aux questions auxquelles on n'a peut-être pas eu le temps de se rendre. Est-ce que ça te plairait? Bien, Michel, je pense qu'on a une petite confusion, toi et moi. Je croyais que la pause était à 10h30. Ah, ben moi, je pensais 10h15. Vas-y, continue. OK. Il y a d'autres questions. OK? Non, je les vois. C'est super le fun. Oui. Oh, parfait.
Les livres nivelés non décodables sont souvent conçus pour deviner les mots selon le système 3-queuing, 3-queuing. Oui. Les livres sont utiles une fois les capacités de décodage bien ancrées. Ah, c'est un commentaire, c'est pas une question. Bien, puis ça renvoie à la diapo à laquelle j'ai dit, là, les écueils à éviter. C'est tout à propos du 3-queuing system, puis comment ça incite les jeunes à deviner, qui est contraire à ce qu'on cherche à faire. Donc, bravo. Oui. Je veux dire, en tant que moi, thérapeute en dyslexie, c'est lorsque mes élèves ont même 7 ans, OK? Ils sont tellement habitués à deviner que ça nuit à l'apprentissage du décodage. C'est vraiment difficile pour eux et pour moi. Alors, il faut vraiment arrêter de leur dire de deviner. Il faut arrêter. Ils ne peuvent pas deviner le sens, ils ne peuvent pas deviner à partir des familles de mots, ils ne peuvent pas dire ça s'écrit comme ça se prononce. Tout ça, ce n'est pas vrai. Puis l'enfant qui devine, imaginons que c'est juste parce qu'il veut plaire, hein? Il veut te montrer à quel point il est bon. Donc, on a aussi des gens, une population de gens qui vont être plus susceptibles à deviner. Puis c'est les gens qui ont des difficultés au niveau de l'inhibition. Ils voient la première lettre, ils disent le mot tout de suite. Alors, tu t'empêches un peu pour retourner puis revenir. Donc, il faut savoir pourquoi ils devinent, parce que ça aussi, ça peut avoir l'air pareil, mais avoir une différente cause. Oui, une motivation différente. Je suis d'accord. Et ça roule les questions, là. Est-ce que cette ressource que vous développez serait accessible aux écoles et divisions hors de l'Ontario? Absolument. Puis on va miser sur le fait que même si, pour les fins de la cause, on va tenter de trouver un certain niveau scolaire qui se rattache à certaines compétences enseignées, moi, le niveau scolaire m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est la progression, trouver là où il est l'élève, là, puis bâtissez là-dessus. Puis, règle générale, on ne devrait pas se tromper. Donc, oui, j'ai l'intention de rendre ça accessible. Je pense que c'est trop un grand besoin pour le garder ici. Oui. Et la prochaine question, je la pensais moi-même. Doit-on enseigner simultanément l'alphabet, le nom et le son de la lettre et les habiletés de conscience phonologique? Parce qu'il y a des écrits dernièrement qui disent ça. Hein? Oui. Donc, essentiellement, si je disais non, ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps en jardin 1 à faire de la conscience phono pour après ça revenir sur les sons qu'on a manipulés pour dire à quoi ça ressemble quand je l'écris. Je préfère de loin commencer avec une activité en conscience phonologique sur un son que j'ai choisi en fonction de la facilité du graphème à écrire et à lire. Oui. Donc, je fais conscience phono, une fois que c'est bien installé, puis à différentes étapes, là, je vais aller chercher le nom, le son de la lettre. Les enfants arrivent souvent puis ils reconnaissent le nom, le son des lettres, même dans leur nom. Oui. Mais il y en a qui ont des noms plus complexes que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit éviter les noms quand c'est le temps de faire des activités parce que ça peut nous induire en erreur. Puis il y a tellement de noms aujourd'hui qui ne sont pas vraiment écrits en respectant le code graphophonologique du français. C'est juste pour être différent. On va mettre, Oui. Peu importe, ça peut nous induire en erreur. Mais oui, je ferai de la conscience phono, puis j'intégrerai à ça, ce son-là, quand on veut l'écrire, c'est comme ça, puis le nom de la lettre, c'est ça, puis ils les entendent, les comptines, mais les comptines sont aussi à réviser, parce que, V comme dans wagon, là, c'est écrit avec un W, donc on pourrait partir avec, W, wa, comme dans wapiti ou wigwam, ça s'écrit par un W, par exemple. Il y a certaines lettres pour lesquelles il faut faire une petite mise à jour, là. Puis je pense que wagon, selon la nouvelle orthographe rectifiée, ça s'écrit avec un V maintenant. J'ai trouvé ça en ligne cette semaine. Attends, répète ça. Wagon, maintenant, c'est accepté de l'écrire avec un V. Ah, parfait. OK, Lise. J'aime tes thumbs up, Lise. Merci. Oui. Continue à m'en envoyer. Tu fais du bien à mon insécurité linguistique. Toutes tes réponses, je fais ça, Michel. C'est correct, je te ferai la même chose après la pause. Ça va être moi qui va être ton fan. OK. Écoute, les deux, là, Lise et Michel, parce que Lise et moi, nous avons discuté de ceci, mais je suis certaine que Michel a des renseignements sur la prochaine question aussi. J'adore la série Facile à lire. Y a-t-il d'autres séries à recommander? Écoute, Lise, je ne sais pas toi si tu en connais, c'est la série que je trouve qui est comme la plus populaire en ce moment par rapport aux livres décodables. Moi, je n'en connais pas d'autres, mais dans l'atelier qu'on va offrir, on va vous montrer comment faire des cours textes décodables pour vos élèves. D'accord. En fonction de ce que vous avez appris. Ceux que je connais, moi, ici au Québec, c'est au niveau de la langue, ça ne marcherait pas. Il y a des petits textes un peu comme faciles à lire qui sont décodables, mais c'est des comptines avec saperlipopette pour le « et », mais un anglophone ne saura pas c'est quoi ça. Ça fait que j'en ai pas. Il y a Guérin qui a un beau livre de mamie
Je peux vous le montrer, là, que, prends une autre question, je vais aller le trouver. D'accord. Puis il y a des super belles illustrations, mais encore, c'est avec le son, mais le reste de l'histoire n'est pas décodable. Il faudrait que ce soit le professeur qui le lit, puis que les enfants puissent voir les sons dedans, mais moi, je pense pas. On a tendance à complexifier les choses en français. Puis dans les deux vidéos où je vous ai dit, il y en a une en français et une en anglais là, pour des enfants de la 6e année, on part justement d'un texte qui a été présenté à des élèves en 6e année. Puis on avait l'équivalent français en anglais, c'est un journal, un périodique qui a été publié par les anciens combattants. Donc, c'est dans le cadre du Jour du souvenir. Donc, les enfants devaient lire le texte en français et en anglais, mais comme équivalent, là, qui portait sur le même thème. Puis on fait l'analyse de ça. Puis c'est assez étonnant de voir à quel point en français, c'est tellement plus complexe. C'est pareil pour les livres jeunesse, c'est pareil pour tout, puis c'est juste moins accessible. Même au niveau graphophonologique, un mot qui se dit tout simplement peut avoir beaucoup plus de lettres que ce qu'on dirait en anglais. Tu sais, big, small, ben, j'entends tous les sons, j'entends toutes les lettres, même si j'ai 2 L, mais en français, grand, petit, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on a une tâche de plus, mais de construire des courts textes en fonction de ce qu'on a enseigné à l'élève, puis ce qu'il est capable de lire, oui, ça se fait. C'est pas obligé d'être difficile, puis on ne s'en va pas chercher des textes qu'on va publier. Là. Donc, c'est vraiment juste pour les fins de la cause, c'est possible. Même pour la préparation de notre session à 13h aujourd'hui, il fallait trouver des courts textes qui correspondaient à ce qu'on avait déjà enseigné et le nouveau son vedette. Et on a utilisé des non-mots, mais ensuite, on a trouvé des petites phrases et c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il y a très peu de ressources. Oui, j'ai d'autres questions. Okay. C'est bon. Oui, ma tablette est tombée endormie. Une seconde. Tu veux la prochaine? Oui. Lise, as-tu trouvé le livre? Je le cherche. OK. Ici. Voici. Est-ce que tu peux parler davantage du SMV que l'on utilise pour savoir comment aider les élèves avec les erreurs de l'écriture, de lecture? Est-ce que ceci nous aide? Est-ce que ceci ne nous aide pas à cibler les besoins spécifiques des élèves ou suis-je incalqué dans un vieux système LOL? Écoute, je connais la personne qui pose la question. Lynn, je vais te dire, je ne connais pas SMV, mais si tu veux m'en faire part, là, je pourrais absolument faire un commentaire là-dessus. Ce n'est pas un système que je connais. Je sais que toi, tu es du côté anglo, mais avec immersion, mais ça me ferait plaisir de regarder ça pour te donner, pour t'orienter. D'accord. OK, c'est le système 3Qing. Oui, on ne fait plus ça. Si c'est équivalent à... OK, donc c'est ça, c'est quoi? C'est meaning, c'est... how does it sound? What does it mean? Oui. En tout cas. And visual. Structure, meaning and visual. Ouais, non. Non, OK. Parce qu'on a déjà dit qu'on ne peut pas se fier à ça. D'accord. Donc oui, ça c'est vieux. Ça, c'est les livres. Juste pour que vous sachiez, là, il était tellement utilisé qu'il est en train de tomber en morceaux. Je les ai mis dans un cartable, là, mais c'est un petit livre carré comme ça. Les sons de mamie, ça, c'est pour les sons plus complexes. Puis, je les ai écrits là, dans le chat. Mamie et son alphabet. Mais tu sais, puis c'est des superbes images avec un petit texte, le coco pour le crocodile, par exemple. Mais encore là, tu sais, tu as le mot crocodile, c'est pas quelque chose que tu es capable de lire en Non, j'allais dire, est-ce que son alphabet, il est présenté en fonction de ce qui est du plus simple au plus complexe ou juste de A à Z? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'y vais pas Donc, en ordre non plus. Il est en ordre alphabétique. Okay. Donc, moi, quand j'ai besoin d'un petit texte là, que j'ai envie de montrer, si je travaille avec un plus grand en difficulté d'apprentissage qui a quand même des notions de base, là, ben lui, il serait peut-être capable de le décoder. Mais c'est bébé pour un grand. C'est toujours difficile en français, les livres de codage. Toujours. Je fais la parenthèse qu'on travaille dans le système qu'on travaille. On sait qu'il y a des gens qui vont nous imposer des choses. Il faut composer avec. Mais il y a un système scolaire dans lequel on insiste sur EMS. Puis ça, Lise, je sais qu'on a déjà eu des discussions là-dessus. On a fait l'exercice il y a 2 semaines de les replacer dans l'ordre puis d'enlever tout ce qu'on ne devrait pas faire puis de mettre de la science de la lecture là-dedans pour au moins dire aux enseignants qui ont été formés avec ça, jette pas toutes tes connaissances. Il y a du bon là-dedans. Il n'est juste pas bien. La séquence n'est pas attendue. Et puis, il y a des choses là-dedans qu'on pensait peut-être qui étaient utiles, comme la gymnastique articulatoire en 93, mais on n'en fait plus de ça. Ça n'a pas plus le lien avec la lecture que de manger un cornet de crème glacée, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je veux juste être claire, hein, moi, je viens du monde des parents. Hein, moi, j'ai changé de carrière à cause de la dyslexie. Puis, Chloé, la fille de mon ex, a appris avec EMS. Mais ça a été calqué
du Orton Gillingham, puis appliquer des choses anglaises à des concepts de langue française, ça marche pas. Puis, c'est un programme qui est pas parfait, mais il est pas à complètement jeter non plus. Non, c'est génial, Michel, que tu aies fait ça. Ben, écoute, je pense que ça faisait longtemps qu'on voulait le faire parce qu'eux aussi, ils se rendent compte que, tu sais, des fois, l'enfant, il y a des compétences qui sont plus tard, mais le programme dit, je ne peux pas me rendre là avant d'avoir fait telle chose, mais c'est un moyen de faire en sorte que l'élève va décrocher, c'est bel et bien en lui faisant faire des choses qu'il a déjà compris. Donc, tu sais, c'est un travail nécessaire, mais je pense que c'est important de dire, on bâtit même sur toutes vos connaissances. Donc, ne mettez pas tout à la poubelle parce qu'il y a une nouvelle mode. Dites-vous, comment est-ce que je peux l'adapter pour que ça rende compte de ça? Donc, les livres nivelés, c'est correct. Faites l'analyse des mots qui sont là-dedans, puis demandez à l'élève de ne pas les lire ceux-là. Prenez un principe de lecture partagée, puis vous autres, lisez les mots que l'élève ne peut pas lire. Tu sais? Exactement. C'est ça. C'est ça, parce que même le livre décodable que je vais montrer aujourd'hui, il y a certains petits sons dedans que nous n'avons pas abordés encore dans la leçon. Alors, on le dit à l'enfant. Voici le mot. Il faut le dire. C'est ça. On va être juste. Il y a des gens qui posent des questions sur comment est cette version-là d'un manuel anglais. J'ai vu Charlie Phonics passer, j'ai vu d'autres choses passer. Il faut faire attention. Je vais vous en parler, là, mais si c'est quelqu'un qui n'a pas les connaissances linguistiques françaises, puis qui a fait un programme qui a traduit de l'anglais au français, il risque de se confondre dans des structures syllabiques, dans des choses qui sont pas correctes. Moi, j'ai vu plein d'affaires en ligne où ils écrivent des non-mots, mais c'est écrit en anglais. C'est pas écrit avec la forme orthographique traditionnelle française où il y a des E partout. Puis, donc, ça porte à confusion. Donc, il faut assez bien connaître la langue pour être capable de discriminer dans un programme comme Charlie Phonics. Je suis certaine qu'il y a plein d'affaires qui sont bonnes dedans. Mais si tu enseignes puis tu fais « mais ça, c'est pas correct », enseignez-le pas. Oui. Je vois défiler, là, les gens demandent, est-ce que tu connais, raconte-moi les sons, raconte-moi l'alphabet. Ma réponse va toujours être la même. Oui, je les connais. Ils ne sont pas axés en fonction de la transparence à la non-transparence, en fonction même de ce qui serait utile. Ça ne veut pas dire qu'on les jette à la poubelle. Ça veut dire qu'avec les connaissances que vous allez avoir, puis il va y avoir une progression très bientôt, puis vous allez en avoir aujourd'hui avec Lise, vous pouvez déjà commencer à imaginer quel genre de manipulation faire à votre matériel pour que ça place l'élève dans la situation de réussite. Exact. Une dernière question, ensuite ce sera la pause. Bien, je ne sais pas, la réponse est complexe et on pourra en parler tout au long de la journée. Quant à l'intervention de la part des enseignants d'enfants en difficulté, y a-t-il une progression d'apprentissage préférée? La progression, elle est la même. C'est le temps à apprendre qui va être différent. Oui. Ton élève en difficulté apprend les choses simples d'abord, les choses complexes plus tard. Oui. S'il y arrive, puis peut-être qu'il va y arriver. La progression, elle est la même, mais les attentes ne sont pas les mêmes. Puis la façon qu'on va y arriver, puis la techno qui va pouvoir venir en aide, puis l'élève qui va être capable d'identifier là où il y a des difficultés, ça, il faut le travailler. Donc, ce n'est pas différent, c'est juste notre attente doit être modifiée en fonction des habiletés des élèves. Et si je peux citer Tim Shanahan, c'était le président du National Early Literacy Panel, il a été sur le National Reading Panel. Il vient de faire une présentation à l'ADOC, à l'Association des orthopédagogues du Québec, la semaine dernière. Puis, il disait « There is no one progression ». Il n'y en a pas juste une progression. Il n'y a rien qui a été prouvé scientifiquement pour dire que celle-là est mieux que celle-là. Il y a plein de progressions. Mais une progression qui est mal structurée, qui n'est pas pensée, qui dit « je vais faire ça aujourd'hui, je vais faire ça demain, puis je pense de même », ça va toujours aller moins bien qu'une progression qui est songée, puis que l'évaluation puis l'intervention, ils sont dynamiques. C'est arrimé. Oui. Quand j'interviens sur une chose, puis je teste avec un cahier ailleurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est comme si je t'enseigne le russe, puis je te teste en chinois. Tu sais, c'est pas la même chose. C'est plus proche que ça. Il ne faut pas que je l'aie enseigné juste une fois. Il faut que je sache que l'élève est dans la mesure de me montrer ce qu'il sait. Puis vraiment, l'évaluation, ça ne confirme pas que l'apprentissage a eu lieu. Ça te donne un score à mettre au bulletin. Mais l'apprentissage a eu lieu indépendamment de l'évaluation. Oui. Tu comprends? Ce n'est pas à ce moment-là que ça devient consolidé. C'est consolidé quand l'enfant fait un dodo, puis qu'il a tout fait comme « OK, quand je mets « l » avec « a », c'est « là ». C'est fait, là. Oui. Donc. Alors, merci beaucoup, les dames.
maintenant, nous allons avoir la pause. Alors, et nous revenons à 10h45. D'accord? Et où on va inviter Lise à partager ses connaissances avec nous. D'accord? Merci bien.